Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Contre-champ, le rendez-vous vidéo et long format de Mediapart qui décrypte chaque mois les conditions de production et les processus de création de ce qui nous est donné à lire, voir ou entendre. Pour animer cette nouvelle série qui nous mènera jusqu'au printemps, j'aurai le plaisir d'être chaque fois en compagnie de Joyce Ormond. Bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain et vous avez choisi pour ce premier contre-champ sur lequel vous avez la main autant que moi de parler d'un secteur que vous connaissez bien puisque c'est le secteur du livre en invitant Vincent Monadé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes depuis 2013 le président du CNL, le Centre National du Livre, un établissement public qui dépend du ministère de la Culture, dont vous allez un peu nous décrypter les arcanes avant qu'on discute ensemble de ce secteur du livre, hein, une industrie qui pèse 4 milliards d'euros. Mais peut-être pour les rares spectateurs, lecteurs de Mediapart qui ne vous connaîtraient pas, voire qui ne connaîtraient pas le CNL, on pourrait peut-être revenir un peu sur l'histoire de cet acronyme étrange, parce qu'en 1946, ça désignait la Caisse nationale des lettres, et c'était vraiment pour les écrivains dans le besoin. Tout à fait. Puis en 1973, ça change de nom, ça s'appelle le Centre national des lettres, et là ça s'élargit un peu à l'aide à la création. Oui. Et enfin, 1993, ça devient le Centre national du livre et ça concerne toute la chaîne du livre. Et on est donc passé en quelques années de l'écrivain impécunieux à toute cette chaîne, que ce soit les bibliothèques, les petits traducteurs, les petites maisons, mais aussi les grandes maisons qui ont pignon sur rue. Donc la première question qu'on a envie de vous poser, c'est comment vous répartissez les 30 millions environ d'aides que le CNL distribue chaque année, qui font que votre poste est quand même un des postes les plus importants du monde de la culture. D'abord, je reviens un peu en arrière parce que c'est lié. En fait, ce changement de terminologie, il dit une chose qui est, c'est plus qu'un changement de terminologie, c'est idéologique. C'est-à-dire qu'on passe d'un soutien direct à la création, vu comme celle de l'écrivain ou de l'auteur uniquement, à un soutien à une industrie. Et c'est le moment où on va commencer à parler d'industrie culturelle. On n'en parle pas avant des industries culturelles, elles existent déjà, mais ce dont on parle, c'est de création. Dans les discours de Malraux, je mettrai ma main au feu qu'il n'y a jamais un moment où Malraux emploie le mot industrie culturelle. Donc il y a un basculement terminologique qui se fait et qui fait qu'aujourd'hui, que ce soit le CNL, le CNC, le Centre national des variétés, dernier créé, le CNV, nous sommes globalement au soutien des industries culturelles et donc de toutes les chaînes, de toute la chaîne, de l'auteur au vendeur. Et pour nous, CNL, ça se répartit en fait par un soutien aux auteurs, un soutien aux éditeurs, un soutien aux libraires, un petit soutien qui demeure à la lecture publique, qui était beaucoup plus important avant et puis qui a baissé année après année, un soutien aux libraires et un soutien au festival de vie littéraire. Donc quand on regarde ça, on voit bien que notre périmètre couvre ce qu'on appelle très improprement, j'ai horreur de ce mot, la chaîne du livre, mais j'en ai jamais trouvé de meilleur. Donc on va utiliser celui-là, puis il est rentré dans les mœurs. Voilà. Donc ces mécaniques de financement visent à accompagner le livre de l'auteur au lecteur. Après, ils sont très différents dans la façon de les aborder. Les auteurs, ça va être des bourses directes. Des bourses qui vont aller de 3 500 €, la bourse découverte, à 28 000 € l'année sabbatique. Les éditeurs, ça va être à la fois des subventions pour les ouvrages, publications, des subventions à la traduction. Alors, ce qu'on appelle intraduction et extraduction. Donc c'est un peu technique. Donc intraduction, c'est d'une langue étrangère vers le français. Extraduction, c'est du français vers la langue étrangère. Oui, d'accord. Vous encouragez aussi la diffusion Tout à fait. Du coup, du livre oui. écrit en français vers d'autres publics. Du soutien direct aux maisons par le biais de prêts à taux zéro, aux maisons d'édition. Pour les libraires, on va avoir de la même façon 3 mécanismes. Un label qui, lui, est discerné par la ministre mais instruit par le CNL, qui s'appelle Libraire indépendante de référence, LIR. Une subvention, valorisation des fonds en librairie, VAL pour faire plus simple, et des prêts à la reprise, création, transmission. Pour les festivals, on va être en subvention directe sur le festival. Tout ça passe devant des commissions, c'est pas moi qui en décide. On subventionne l'organisation d'une manifestation de vie littéraire. Pour les bibliothèques, comme nos financements ne cessent de baisser en matière de bibliothèque, on fait maintenant l'aide au public empêché, personnes handicapées, personnes à l'hôpital, personnes en prison, et aux
aux gens qui sont ce qu'on appelle très éloignés du livre, c'est un terme impropre, mais il n'y a pas de... C'est-à-dire les villes de moins de 3500 habitants, où il n'y a pas de toute façon les moyens, même pour la commune, d'acquérir des ouvrages pour les gens en lecture publique. Et puis, pour la partie... non mais du coup, on comprend qu'il y a beaucoup de gens qui vous aiment et qui ont besoin de vous. Non, il y a beaucoup de gens qui nous détestent aussi, parce qu'on a des taux de satisfaction autour de 58-60%, donc il y en a 40% qui nous détestent. Mais comme ça tourne, ils nous aiment une année, ils nous détestent une autre, et puis ils nous re-aiment, et puis voilà. Mais alors comment vous choisissez? Parce alors, que comment on choisit? voilà, vous soutenez énormément de structures, je crois que c'est 3000. Ouais, s'il y a 3000 aides. Ouais, on compte à un écrivain, c'est une structure? Oui, c'est ça, on compte par aide. D'accord. Ce sont des commissions composées de professionnels. C'est-à-dire que mes équipes du CNL, les agents du CNL, qui sont tous des professionnels, à mon sens, de haut niveau, et ce n'est pas le premier établissement que je fais. Donc voilà, c'est 65 employés. Le CNL, eux reçoivent les dossiers, les traitent techniquement par rapport à nos critères, et les présentent à une commission. Et cette commission, qui est composée de professionnels, donc des écrivains, des journalistes littéraires, des organisateurs de manifestations, des bibliothécaires, des éditeurs, des diffuseurs, des libraires, ces gens-là décident sur ce qui leur est présenté de l'attribution ou non d'une aide. Et ensuite, ça monte dans mon bureau et je signe. Alors Joy connaît bien ces commissions, puisqu'elle fait partie de l'une d'elles, et ça vous pose quand même des questions. Ouais, oui, parce que d'abord, d'une part, comment est-ce qu'on décide de soutenir plutôt un secteur qu'un autre? C'est-à-dire que vous disiez que le CNL soutenait de moins en moins les bibliothèques, et on sait que les aides à la librairie sont en hausse, que les aides à l'édition, je crois, représentent à peu près 46% du budget, celles aux auteurs 16%. Donc comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'on considère qu'aujourd'hui, les libraires ont plus besoin d'être soutenus que les bibliothèques? Est-ce qu'on peut dire que les plus nécessiteux sont soutenus en premier? Or, on pourrait dire que les plus nécessiteux sont les auteurs. Enfin, la plupart des auteurs ne vivent pas, par exemple, de leur plume et de leurs droits d'auteur. Or, ils ne sont aidés qu'à hauteur de 16%. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que puisque le CNL est finalement le principal financeur de la littérature en France, est-ce que ça n'induit pas nécésairement une esthétique officielle ou une politique culturelle officielle qui serait celle du CNL? D'ailleurs, on envisage de recréer l'Union des écrivains de la République socialiste soviétique. Il faut bien penser, en tous les cas, pour avoir une aide du CNL, il faut bien penser. Bon, comme c'est démocratique en France, tous les 5 ans, on change de façon de penser. Mais moi-même, siégeant dans une commission, je vois bien que je dois juger parfois des demandes de crédit de résidence de confrères, d'auteurs, ou des festivals auxquels moi je pourrais participer. Et je vois bien que j'ai quelques critères qui sont des critères esthétiques et qui sont, alors même s'il y a des voix divergentes dans la commission, qui sont aussi ceux quand même de cette commission. Alors, d'abord, dès lors qu'on prend la décision de faire des commissions, c'est justement pour assurer une diversité des esthétiques, par la multiplicité des points de vue. Il n'y a pas d'esthétique officielle au CNL, heureusement. Qu'il y ait des grandes tendances qu'on essaye de façon ou d'une autre de corriger au fur et à mesure, oui, c'est-à-dire que dans le CNL de 85-86, il était inenvisageable qu'il y ait une commission bande dessinée. La bande dessinée, à l'époque, c'était balayé d'un revers de main. Aujourd'hui, dans la commission roman, qui n'est pas celle où vous siégez, j'ai fait rentrer, malheureusement, un auteur qui vient de décéder, qui était un auteur remarquable de science-fiction, qui s'appelait Yala Yerdal, et l'éditeur de Bragelonne, Stéphane Marsan, qui est un des créateurs de Bragelonne, qui est une maison d'édition fantasy, science-fiction, bitlit et littérature romantique, maintenant thriller, pour avoir une pluralité des esthétiques, justement. Parce que ce que je refuse, moi, c'est une lecture germanopratine exclusive du roman. C'est-à-dire que oui, l'autofiction a produit de très grands livres. Oui, le nouveau roman a produit de très grands livres. Mais oui aussi, le roman policier a produit de très grands livres. Oui aussi, la science-fiction a produit de très grands livres. Donc on ne peut pas refermer. Donc on essaye, en composant les commissions, de régler ce problème de diversité des esthétiques pour avoir une vision différente. Sur la commission qui est la commission vie littéraire, il existe à peu près 500 festivals dans ce pays, selon une étude, il me semble, qui émanait du Motif, Observatoire du livre en Île-de-France. Si je ne me trompe pas, nous, on en soutient 95. Bon. Ces 95-là
vous le savez très bien, puisque vous êtes à la commission, normalement le CNL, dans ses missions, doit soutenir les manifestations qui ont une ampleur nationale. Vraiment nationale, y compris en termes de public. Pas seulement en termes d'image, en termes de public. Si on faisait ça, on aiderait 5 à 6 festivals, peut-être 10 dans ce pays. On a élargi à des dimensions, à la fois à deux choses, à une dimension régionale, de la foire ou du festival, et par ailleurs au retour que font les professionnels sur la qualité des manifestations soutenues. Et je ne crois pas, moi, quand on va du festival de BD d'Aix à Angoulême, en BD, ce sont deux histoires différentes, Angoulême et le festival de BD d'Aix, pas du tout les mêmes festivals. Quand on va d'Étonnants Voyageurs aux correspondances de Manosque en littérature, quand on va en jeunesse de Montreuil à des plus petits festivals comme Saint-Paul-Trois-Châteaux, c'est un mauvais exemple parce que c'est un gros festival, mais un petit festival qui est dans le sud dont j'oublie le nom tout de suite. Je crois qu'on couvre l'ensemble et pas seulement des grands festivals ou des festivals qui auraient une esthétique particulière. Ou voilà. Je crois qu'on essaye de couvrir le plus possible le champ, mais il y a encore une marge de progression, et c'est là où je vous rejoins, énorme. C'est-à-dire qu'on est tous héritiers du germanopratisme. Moi qui suis le premier à le dénoncer, j'en suis l'héritier direct, on l'est tous. C'est comme ça, c'est là-dedans qu'on a été construit, c'est comme ça que s'est construit l'édition dans ce pays. C'est là où les maisons ont été pendant des années et des siècles. Donc il est très difficile finalement, c'est progressivement qu'on change les choses. Par une commission jeunesse, par une commission BD, par une commission roman ouverte au polar, à la science-fiction, à la SF, à la fantasy, tout en restant ouverte sur la littérature blanche évidemment. Voilà, c'est comme ça qu'on change les choses. Et quand on est par exemple sur une commission jeunesse ou BD, moi je le dis facilement, quand je vois les avis de la commission, on est encore parfois, et je l'assume parfaitement, éloigné délibérément du mainstream. Mais justement, parfois, délibérément, c'est-à-dire qu'il faut mélanger mainstream et création innovante, difficile, etc. Bien sûr, mais là on sent bien qu'on évacue la question du mainstream. Mais la BD et la jeunesse qui justement sont soutenues depuis assez récemment sont les deux secteurs les plus florissants de l'édition. Alors est-ce que justement vous soutenez cette espèce de santé économique ou est-ce que vous privilégiez plutôt les secteurs en difficulté, la poésie par exemple? Comment ça, pour revenir à ma question de la répartition des Alors, sans dessiner une esthétique d'État, c'est vrai que la question Post-Joy est très importante sur comment est-ce qu'on fait émerger des marginaux précisément et que on ne reproduit pas sans être seulement dans la culture germanopratine, mais autre chose que effectivement ce qui marche bien économiquement, c'est-à-dire le secteur jeunesse ou la BD, ou alors par contre dans le domaine de la littérature plus prestigieuse, voilà, les éditeurs déjà référencés ou les auteurs qui ont déjà un certain statut. Deux choses, parce que j'entends deux questions pareilles mais légèrement différentes. La première partie, c'est que quand on soutient, nous on fait des choses, c'est-à-dire on soutient effectivement la BD et la jeunesse qui représentent grosso modo 28 et 26% du marché de l'édition. Mais on les soutient en proportion des aides du CNL infiniment moins qu'on ne soutient la poésie ou le théâtre qui sont des genres en difficulté ou les sciences humaines et sociales qui sont des genres en difficulté. Et ça c'est un enjeu fondamental, il ne faut jamais lâcher là-dessus. Si le CNL est là pour accompagner les trucs qui marchent, ça ne sert plus à rien. Les choses qui marchent toutes seules. En revanche, et là ça revient à ce que vous me disiez, il y a, dans ce qu'on soutient dans ces commissions de type BD ou jeunesse, il y a des esthétiques très émergentes, il y a des tout petits éditeurs, il y a des éditeurs qui prennent des risques. Je prends l'exemple de la bande dessinée qui pour moi, à titre purement personnel, ça n'engage pas le CNL, est la plus grande bande dessinée des 3 ou 4 dernières années, qui est La tendresse des pierres de Marion Fayolle. Elle est chez un tout petit éditeur qui s'appelle Magnani, qui est vraiment un tout petit éditeur. C'est une auteure qui doit avoir 25, 26 ans, jeune auteur, voilà. Donc on voit bien que là, on essaye de mêler en fait à la fois des choses qui sont chez des grands éditeurs, des gens reconnus, parce que par exemple quand on prend les prix de cette année, on a aidé Mathias Hénard à une période, on a aidé Christine Angot à une période, pas pour ces livres-là forcément, mais ils sont allés au CNL, on a aidé Philippe Sange, là, tout récent prix, Pierre Sange, ouais. Pardon, tout récent chez Vertical, prix Privé Plaire, voilà, pour celui-là. Donc Akan Gundey a été aidé à la traduction chez Galahad par le CNL. Donc on a ce rôle, mais est-ce que, quand on a accompagné Mathias Hénard,
c'était de mémoire en 2002 ou 2003, il n'était pas pris Goncourt. Voilà, donc c'est évident que si par exemple on avait une demande d'année sabbatique aujourd'hui de Patrick Modiano, aujourd'hui, on dirait non. Patrick Modiano, prix Nobel de littérature, oui, ça va. voilà, ça va. Mais si on avait pu aider Patrick Modiano à l'époque de Ville la Triste, j'espère qu'on l'aurait fait. Voilà. Donc, et par rapport à ce que vous dites sur les éditeurs, alors il y a deux façons de considérer les choses, en nombre d'aides ou en pourcentage d'aides. Je m'explique. Si vous prenez la liste des éditeurs qui sont le plus soutenus par le CNL, vous allez tomber sur Albin, Gallimard, Grasset, Le Seuil, voilà, en nombre d'aides. Mais un éditeur peut déposer 3 dossiers par commission à chaque session. Il y a 18 commissions, multipliées par 3, multipliées par encore 3, puisqu'il y a 3 sessions de ces 18 commissions. Si on prend la masse de ce que déposent des éditeurs comme Albin, comme Gallimard, comme Le Seuil, par rapport à leur taux de satisfaction, en pourcentage, quand par exemple Albin a déposé, je ne sais pas, 12 ou 15 dossiers sur une session de commission tout général et qu'il a 5 ou 6 réponses positives, il est à 30%, 35%. Si un éditeur, un petit éditeur qui donc fait moins de traductions, dépose 2 dossiers ou 3 dossiers et qu'il a 3 réponses positives, pardon, sur les 3 dossiers déposés, il est à 100%. Il faut être très vigilant, c'est-à-dire que le rôle de l'édition indépendante dans ce pays, il est évident. Mais j'entends parfois un discours sur les grands éditeurs, publient, c'est trop facile, etc. Non, non, les grands éditeurs, ce sont les gens qui sortent Hubert Selby, ce sont les gens qui sortent Paul Lynch aujourd'hui, ce sont les gens qui sortent Denis Lien, voilà, parce qu'ils ont les reins assez solides pour venir apporter ça. Ouais. Et par ailleurs, ils mettent Frédéric Villiers, Castino chez Liana Lévy, qui est un éditeur moyen quand même, j'exagère un peu là, Tristan Garcia, voilà, ces gens-là sortent chez les grands éditeurs. Non, parce qu'il y a une question derrière, c'est que le livre, peut-être contrairement à d'autres secteurs culturels, que ce soit le cinéma, que ce soit l'art contemporain, il n'y a pas de mécénat, quasiment. Donc les aides du CNL, les aides publiques, elles sont d'autant plus importantes. Du coup, votre responsabilité, je dirais, elle est peut-être plus forte que d'autres secteurs publics qui aident à la création, non? Oui, alors, 2 choses. Déjà, en termes de soutien de l'État, le livre est l'industrie culturelle la moins soutenue du pays. Pourquoi? Parce que le cinéma, le CNC a un budget de 600 millions pour un chiffre d'affaires du cinéma d'1 milliard, je crois. Le CNL, c'est 30 millions, vous l'avez rappelé. Le chiffre d'affaires production, c'est 3 milliards d'euros pour le livre. C'est la première industrie culturelle de France et c'est la moins soutenue par l'État. Comment on explique? D'abord parce que ses capacités de lobbying sont plus faibles que celles du cinéma. Ensuite parce que l'économie des projets n'est pas la même, il faut être tout à fait honnête. C'est-à-dire que monter un film aujourd'hui, je crois que le film moyen français, c'est... Je ne voudrais pas dire de bêtises parce que ce n'est pas mon secteur, mais il me semble avoir lu quelque part que c'était 7 millions d'euros à vérifier. À vérifier. Mais c'est sûr que oui, c'est pas la même... C'est pas du tout la même économie. Un projet de livre, vous êtes jamais, heureusement d'ailleurs, à 5 millions sur un projet de livre. Donc c'est pas la même économie. Et donc les deux mis bout à bout font que voilà, la puissance de lobbying plus forte dans le cinéma, et tant mieux pour eux, des créateurs de cinéma et des producteurs, ajouté à l'économie, fait que le soutien de l'État est plus fort. Par ailleurs, nous, on a une espèce de subvention déguisée qu'on oublie toujours et que je ne veux pas oublier ici aujourd'hui. On a une loi, la loi du 30 août 81, la loi Lang, qui est une loi, certes, ce n'est pas une subvention, c'est une loi, mais c'est une espèce, si on pouvait le dire comme ça, de super subvention légale, de surstructure, qui protège le livre depuis le 30 août 81, depuis que Jack Lang l'a fait voter. Mais encore une fois, pour comparer avec le cinéma, qui est un cas intéressant, on sait que avoir l'aide du CNC, ça débloque d'autres financements de distributeurs, de choses comme ça, mais c'est vrai qu'avec une aide du CNL, quasiment, on peut écrire un livre. Donc la responsabilité, on a l'impression qu'enfin voilà, c'est pour ça que la question sur l'esthétique, évidemment, il ne s'agit pas de dire que ça va dessiner une esthétique d'État sur le mode soviétique, mais que le poids du CNL dans l'écriture est peut-être plus important que d'autres types d'aides publiques dans d'autres industries culturelles. Un auteur peut écrire un livre avec l'aide du CNL, c'est évident, c'est même fait pour ça.
Et un des enjeux de demain, c'est comment on va mieux et plus aider les auteurs. Hein. C'est la paupérisation des auteurs dans ce pays est un vrai enjeu. Alors, pour moi, plus que le CNL, c'est un enjeu civilisationnel. C'est-à-dire comment on continue à avoir une littérature qui est une des littératures mondiales. Une des littératures qui fait sens si on la prend avec la francophonie. C'est-à-dire qu'une des littératures qui englobe plein de pays. Et voilà. Donc ça, c'est un enjeu fondamental. Donc effectivement, l'aide du CNL, elle est faite, quand c'est pour un auteur, pour écrire des livres. Après, on ne peut pas dire que les projets se font avec l'aide du CNL ne se feraient pas sans son aide. En tous les cas, pas pour tous les éditeurs. Ceci étant, on peut dire que globalement, sans l'aide du CNL, il y aurait vraisemblablement plus ou pratiquement plus d'éditions de poésie dans ce pays, plus ou pratiquement plus d'éditions de théâtre dans ce pays, beaucoup moins de traductions, notamment tout un tas de projets un peu parce que bon, traduire James Ellroy n'est jamais remis en cause par l'économie, ça s'équilibre. En revanche, traduire des ouvrages d'auteurs moins connus, plus durs, plus difficiles, peut-être que les éditeurs renonceraient ou reculeraient à les faire. Plus beaucoup d'éditions d'art, parce que le livre d'art, ça devient très difficile, et en SHS aussi, il y aurait de la perte. Quand vous faites, par exemple, ça va sortir bientôt. Oui, pardon, sciences humaines et sociales. Pas rentrer que dans les acronymes. Non, ça va surgir bientôt. Le grand volume de références sur Martin Buber a été aidé, qui va paraître chez Albin Michel, a été aidé par le CNL. D'abord, je pense que, à moins d'Albin Michel, il faut quand même avoir les reins pour faire ce grand volume de références sur Martin Buber, dont on sait que ça va a priori pas être une vente colossale. Et en plus, sans l'aide du CNL, ça n'aurait pas du tout été l'économie pour le livre. Je prends un autre exemple chez un petit éditeur. Non, mais attendez, juste avant, parce que Joy me fait remarquer, j'entends, vous dites, il y a un grand problème, c'est la paupérisation des auteurs. Et c'est vrai que, c'est quoi, c'est peut-être 5% des auteurs qui vivent de leur plume aujourd'hui en France. Pourquoi est-ce que le CNL ne se bat pas, par exemple, plus pour augmenter les droits d'auteur des auteurs qui sont quand même assez faibles? Est-ce que c'est parce que vous êtes pris, parce qu'on parlait tout à l'heure de l'origine du CNL qui était d'aider justement les auteurs impécunieux. Là, vous me parlez de paupérisation des auteurs, mais en même temps en disant que le CNL s'est transformé, comme maintenant il aide toute la chaîne du livre. Est-ce que c'est pas ça qui l'empêche de se battre, par exemple, pour ça, qui pourrait être un moyen assez simple? Alors d'abord, je ne suis pas l'État, et je ne suis pas la ministre de la Culture, et donc ça n'est pas à moi d'intervenir sur ces questions. Mais ça, c'est aux éditeurs, c'est pas le ministère de la Culture qui décide. Non, mais là vous avez bien vu qu'il y a eu une négociation auteur-éditeur longue sous l'égide de la ministre de la Culture qui a abouti à l'avenant numérique dans le contrat d'édition. Donc ça a été quand même sous l'égide de la ministre de la Culture. Ça a abouti, d'abord Aurélie Filippetti, puis Fleur Pellerin, ça a abouti à cet avenant numérique dans le contrat d'édition, à un texte législatif. Là, il y a de nouvelles négociations qui se sont ouvertes au mois d'octobre sur un certain nombre de sujets qui n'avaient pas été abordés dans la première négociation. Ça aboutira peut-être aussi à un texte législatif. Donc ça, c'est le rôle de l'État. Vous êtes un établissement public qui donne des aides notamment aux éditeurs et aux auteurs. Donc après, vous pouvez avoir une influence. Après, on va prendre la chaîne du livre sur la répartition des droits entre auteurs et éditeurs et libraires. Si un éditeur fait son travail honnêtement et est sur du 8, 10, 12, voilà. Quand on prend droit d'auteur progressif. Oui, droit d'auteur progressif. Quand on prend la répartition de ce qui est laissé aux libraires, ce qui passe en diffusion-distribution, ce qui part en coût de fabrication du livre, l'imprimeur, etc., ce qui part en droit d'auteur et ce qui reste à l'éditeur, la marge de jeu sur les pourcentages de droit d'auteur n'est pas très grande. Et je ne crois pas que ce soit ça la réponse aux difficultés des auteurs. Je crois plus à des questions de surproduction qu'on aborde depuis des années. Certaines personnes disent qu'il y a une crise de la surproduction, d'autres disent non. Personne ne fait l'effet d'analyse réelle sur les droits d'auteur de l'augmentation régulière du nombre de livres qui sortent dans ce pays. Parce que globalement, le volant de droits d'auteur dans le pays ne bouge pas. Il est à peu près, je ne me trompe pas, je pense qu'il est de 400 à 450 millions par an reversés aux auteurs. En revanche, 400 à 450 millions entre 10 000 personnes, ce n'est pas du tout la même chose que 400 ou 450 millions entre 100 000 personnes. Donc là, il y a un enjeu de production. Et nous, moi je suis
plutôt affiché en tous les cas, et on me le reproche parfois comme aux côtés des auteurs, j'interviens là où je peux intervenir. J'interviens à l'échelle européenne sur les questions de réforme du droit d'auteur qui sont en cours avec le rapport déposé par la députée Julia Reda et la décision que prendra la commission derrière de réformer le droit d'auteur en disant si on touche le droit d'auteur, on peut tous plier nos gaules et aller faire autre chose parce que le droit d'auteur, c'est la pierre angulaire de l'édition, de la publication et de l'écriture elle-même. J'interviens en demandant la rémunération des auteurs dans les festivals de vie littéraire parce qu'il me semble qu'on ne creuse pas assez, et ça j'en suis intimement persuadé, le fait que l'évolution de la société fait que l'auteur devient un acteur de son œuvre et on ne creuse pas assez ce qu'on appelle les rémunérations accessoires. J'interviens pour que, en tous les cas je l'espère, à terme, on puisse payer l'auteur en droit d'auteur tout le temps, dès lors qu'il parle de son œuvre, et pas qu'on ait ces espèces de trucs ubuesques à la française, où s'il fait une lecture, il a le droit d'être rémunéré en droit d'auteur, mais attention, s'il parle d'autre chose et s'il ne fait pas de lecture, il faut le rémunérer en salaire. Alors là, on rentre dans des trucs complètement ubuesques. Un auteur est l'auteur d'une œuvre. Quand il est en train de parler de son œuvre et pas de la plomberie dans le Barbieri, il est a priori rémunéré en droit d'auteur. Oui. Justement, sur cette question des droits d'auteur, j'aimerais bien avoir votre avis, parce qu'on disait, vous parliez de la paupérisation des auteurs, on parlait du fait que très peu d'auteurs en France vivent de leur plume, donc les écrivains ne sont jamais que écrivains, ils ont toujours beaucoup, ou un métier à côté, ou des revenus accessoires, et les écrivains vivent très peu de leur plume, mais vivent de toute une activité autour. Alors il y a les festivals dont vous parlez, et pour lesquels vous défendez justement une rémunération des auteurs. Il y a des lectures publiques, il y a un certain nombre d'événements autour du livre, mais il y a aussi, et le CNL y participe de plus en plus, alors de bourses, mais aussi d'ateliers d'écriture, d'intervention, de crédits de résidence pour intervenir dans des médiathèques, dans des établissements scolaires, dans des prisons. Moi-même, j'ai fait beaucoup d'interventions comme ça rémunérées, où finalement j'avais le sentiment, et je sais que beaucoup d'auteurs le font, j'avais le sentiment d'être autant un animateur culturel et social qu'un écrivain. C'est-à-dire que très souvent on intervient dans des zones difficiles, dans des établissements scolaires défavorisés ou dans des prisons, dans des médiathèques, dans des zones rurales. Et donc on est rémunéré pour ça, on vient parler de notre travail, mais on vient aussi prêcher une espèce de bonne parole culturelle ou littéraire qui participe presque à une activité de travailleur social. Et j'aimerais bien avoir votre point de vue sur cette multi-activité. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qu'il faut développer, cet écrivain qui serait un peu multicarte, ou est-ce que vous pensez que justement il y a une espèce d'effet pervers et qu'il faudrait se recentrer sur des activités purement de création? Non, moi je pense qu'il faut effectivement développer l'auteur-acteur de son œuvre, parce que l'écrivain va devenir un écrivain social. Les modes de rémunération vont évoluer et ils vont aussi aller vers des rémunérations sociales de l'acte d'écriture. Je pense que c'est valable pour tous les artistes d'ailleurs. Après, 100 ans, tout ça nécessite préparation, formation, et parce qu'on ne demande pas à un écrivain, on ne peut pas prendre un écrivain et le lâcher devant des classes de troisième, s'il y a de zones difficiles ou pas d'ailleurs, s'il n'y a pas eu de travail préparatoire avant dans la classe, ça n'a aucune utilité. Là, on fait macramé-poterie, quoi. Si c'est pour faire macramé-poterie, il ne faut surtout pas. Je crois qu'en revanche, cette question de l'auteur-acteur de son œuvre pose la question, et on ne la pose pas dans ce pays, et moi je la pose, et tant pis, voilà, des rencontres payantes. Je crois que ça se paye, un spectacle d'auteur. Mais il y a une vraie culture de la gratuité bah en oui, France qui ne concerne que la littérature. C'est qu'on paye voilà, pour aller au théâtre, au cinéma, mais pas toute pour... la littérature. Quand vous êtes sur un festival de littérature, et je ne jette pas la pierre aux festivals qui font un travail absolument remarquable de diffusion de la culture, les gens qui ont monté le festival et qui sont payés par la ville, sont payés par la ville. Tous les gens qui ont monté les tentes sont payés par la ville, c'est souvent des agents de la ville. Les gens qui animent les tables rondes sont payés pour animer les tables rondes. Les comédiens qui parfois viennent lire des textes sont payés pour lire les textes. La seule personne qui n'est pas payée, à part les bénévoles du festival, la seule personne qui n'est pas payée, c'est l'auteur. C'est pas normal. C'est tout simplement anormal. Et il n'y a pas de raison que ça continue. Et quand on m'explique... Oui, mais l'auteur vend des livres. L'auteur vend des livres. Il vend des livres, il vient chez moi, il vend des livres. Oui, il est en promotion de lui-même. Oui, il est en promotion de lui-même.
J'ai des souvenirs de réunions avec Agnès de Sarthe où elle expliquait que c'était gentil de dire qu'elle vendait des livres, mais qu'elle y consacrait un week-end et qu'à la fin, elle avait vendu 10 livres. 10 livres, si on prend allez, 2 € par livre, je vais être vraiment sur le, un bon, voilà, un sur bon un taux. bon contrat de droit d'auteur sur un livre de 20 € à 10%, ça fait 20 € à la fin du week-end. Vous avez passé le week-end hors de chez vous, et au total, vous revenez avec 20 €. Qui accepte de travailler pour 20 € un week-end? Personne. Mais justement, sur cette question des festivals, moi j'ai le sentiment aussi depuis quelques années, il y a quand même un foisonnement et une explosion des festivals littéraires et surtout des lectures publiques, des lectures spectacles. Il y a de plus en plus de festivals qui organisent par exemple des lectures musicales, des romans. Il y a une espèce de glissement de la littérature vers le spectacle vivant. La Maison de la Poésie à Paris, qui a été reprise il n'y a pas longtemps par Olivier Chaudançon, créateur du Festival de Manos, qui fait beaucoup comme ça de lectures spectacles. Et donc, l'écrivain, maintenant, aussi pour vivre, il est sommé un peu de sortir de l'isolement de son bureau ou de sa chambre, de monter sur scène et d'être un acteur aussi, justement, de son œuvre et de se rendre public d'une façon qui est assez nouvelle et qui en voilà. D'abord, nouvelle. Oui et non. Je veux dire, la médiatisation de l'auteur, de l'écrivain, je veux dire, André Glucksmann est mort aujourd'hui, à mon grand regret. Les nouveaux philosophes... Aujourd'hui n'étant pas la date de diffusion de cette émission, mais je précise comme ça. Les nouveaux philosophes, c'est une médiatisation de 77. Donc il y a déjà eu la première partie, ça a été la médiatisation de l'écrivain. Les bégaiements, bredouillements de Modiano, les éclats d'Apostrophe, le thé dans lequel il y avait du whisky de Nabokov, tout ça c'est pas récent. Hein. On parle là du début des années 80. Ça c'est la médiatisation. C'est pas payé, mais ça commençait à être une médiatisation de ce qu'il était. Donc autre chose que le silence de la création dans sa chambre. Enfin, je pense que voilà. Oui, mais il y a quand même une explosion. Et du nombre de festivals et de vous-même, beaucoup d'écrivains ne vivent pas de leur plume et ne font pas le choix de vivre de leur plume. Ils ont une autre activité. Quand on a une autre activité professionnelle, on peut aussi faire le choix de ne pas être l'acteur de soi-même. Mais quand on est effectivement, et là je crois qu'on veut vivre de sa plume, il va falloir intégrer effectivement cette dimension spectacle vivant, comme vous dites très justement, de l'écrivain, pour en vivre en tout cas, pour en vivre vraiment. Et il faudra, à mon avis, pour permettre cette vie-là, pour permettre qu'on puisse en vivre, développer des rencontres payantes. Je pense à la librairie, par exemple. J'envisage que ce soit possible, comme ça existe déjà en Allemagne, qu'on fasse payer des rencontres en librairie. Parce qu'on aura du mal à faire croire que il n'y a pas de grand monde dans les rencontres en librairie, donc si vous faites payer, il va y avoir personne. Mais je ne crois pas que ce soit lié. Quand vous faites 1500 personnes sur Iri De Luca gratuit à Bordeaux, vous faites les mêmes 1500 personnes à 5 € ou à 10 €. Je ne crois pas que ce soit lié au prix s'il n'y a pas grand monde. C'est lié à des difficultés de bouger les gens le soir, c'est lié au fait que certains territoires sont plus propices que d'autres, c'est lié au fait que certains auteurs sont plus connus que d'autres, voilà. Mais alors, plus généralement, qu'est-ce que ça raconte, ce que vous dites là, et ce que dit aussi Joy, qui est quand même un vrai basculement? C'est-à-dire que vous dites l'écrivain doit devenir un écrivain social, doit devenir l'acteur de son œuvre. Je dis pas il doit, je dis ça me paraît inéluctable. Voilà, mais qu'est-ce que ça raconte du secteur du livre? Est-ce que c'est au fond le même processus qu'on a vu un peu dans l'industrie du disque, ou du fait notamment de la numérisation? Et ben aujourd'hui, les auteurs se payent beaucoup à travers plus les concerts, des événements. Est-ce que c'est ça? On est en train de vivre cette même évolution dans le livre qu'on a vécu dans la musique? Non, parce que nous, on n'est pas dans la même situation d'effondrement d'un marché physique, parce que naît un marché numérique qui impose de nouvelles règles de rémunération. Non, nous, c'est une évolution qui est plus liée au fait que les gens, de plus en plus, veulent une rencontre avec l'auteur. Enfin, Joy est sans doute mieux placée que moi là pour parler, puisqu'elle est auteure. Les gens ont besoin de ce contact avec l'écrivain. Ils le réclament de plus en plus. On parlait des librairies. Moi, j'ai coutume de dire que les librairies vont survivre, mais elles vont survivre si elles se transforment en espresso du livre. C'est-à-dire que si les gens ont un service remarquable quand ils vont en librairie. Ce que font les libraires de plus en plus. Enfin, j'étais récemment à l'inauguration de la librairie Gallimard, boulevard Raspail.
entre les deux librairies que j'ai connues très bien toutes les deux, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit en matière d'éclairage, en matière de clarté, en matière de présentation des livres. On est rentré dans vous voulez que ça ressemble à la boutique Nespresso de la place de la Madeleine avec pas nécessairement. tout comme des pas petits nécessairement, bijoux. parce que je ne pense pas que ce soit ce que les gens cherchent. En revanche, je suis sûr que les gens veulent y être traités de façon comme s'ils étaient des VIP en fait. Ils viennent en librairie, ils veulent un service à la hauteur de cet effort de venir en magasin et d'être présent dans le magasin et de faire tourner le magasin. Ah oui, des very importants lecteurs. Oui, des very importants lecteurs, exactement. Et cette évolution, pour l'auteur, il me semble que ça passe par cet échange avec le public que le public lui demande. Oui, mais de plus en plus. C'est vrai que, comme vous dites, le public demande ce contact, mais en revanche, ne semble pas prêt. Vous dites que si qu'il y a 1500 personnes qui pourraient payer 5 € pour Harry Deluca, qui pourraient payer pour une star. Mais je ne sais pas si les gens seraient prêts à payer justement pour des auteurs émergents. Et en plus, comme les festivals, ils sont assez réticents. Parce que souvent, ce qu'on entend de la part des festivals, c'est on a déjà tellement de mal à faire venir le public que si on fait payer ou que si on ne met pas des têtes d'affiche, ça va être encore plus difficile. Moi, j'ai pu entendre ça en tant que conseillère littéraire pour des festivals, par exemple. Alors, on peut dire que tout ça n'est que pur fantasme et angoisse, alors qu'il y a beaucoup de public dans les festivals littéraires, mais il y a une... Mais en plus, ça pose quand même la question que posait Joy. Michel Lebris fait payer, Étonnant Voyageur, c'est payant. Et on ne peut pas rentrer, les gens restent dehors tellement il y a de monde. Voilà. Oui, mais alors, est-ce que ça couvre l'idée de l'écrivain social, et surtout Vincent Monadé, est-ce que ça couvre les autres activités dont parlait Joy, c'est-à-dire les écoles, les prisons, les zones rurales, où là on demande cette figure un peu classique dont on a vu les limites aux créateurs de faire de l'animation culturelle quand on ne lui demande pas de faire du lien social, quand il n'y en a plus. Alors, après, ça, c'est autre chose. Deux choses. D'abord, il faut que l'auteur fasse un choix. Soit il accepte de le faire, soit il n'accepte pas. S'il accepte de le faire, il joue le jeu. Deuxième chose, il ne faut pas que ce soit justement du lien social. Ce n'est pas un médiateur social, un écrivain. Il faut que ce soit préparé par des médiateurs sociaux. C'est-à-dire qu'une rencontre en collège-lycée, elle doit être préparée par l'enseignant. Une rencontre dans une prison, elle doit être préparée aussi. On n'arrive pas comme ça devant des prisonniers. Il y a des associations qui sont spécialistes de l'intervention en prison qui les préparent, dont certaines font un travail remarquable. Elles préparent ces interventions-là. Je crois que ce qui serait le pire et ce qui serait le plus mauvais, c'est de dire hop, on a un problème, on fait venir un écrivain, il nous règle ça en 2 heures, il repart et c'est terminé. Non, je crois beaucoup. Ouais, sans doute, mais ça l'est sans doute encore. Je crois beaucoup à l'intervention longue. Je crois beaucoup à l'intervention longue. Je crois beaucoup à la résidence. Je crois beaucoup aux interventions à l'école sur plusieurs temps avec la même classe. Je crois beaucoup à la nécessité de préparer ces rencontres, d'avoir des projets de sortie, pas forcément des ateliers d'écriture, hein, c'est pas ce que je dis, mais des projets de sortie, une réflexion autour de la littérature, une discussion autour de l'œuvre de l'auteur, un élargissement à d'autres œuvres. Je ne crois pas au one-shot, sauf pour se faire plaisir. Mais on est d'accord, mais est-ce que ça dit aussi sur la place, l'imaginaire collectif autour de l'écrivain est quand même très spécifique, parce que tout ce dont on parle là, on le demande aux écrivains. C'est-à-dire que les autres créateurs, les plasticiens, les musiciens, les cinéastes, ils vont très très rarement dans les médiathèques, dans les établissements scolaires, dans les prisons. C'est l'écrivain qui a été élu créateur privilégié. Oui, mais c'est un imaginaire collectif qui est regrettable. Moi, je suis persuadé que les cinéastes, prenez Radu Mileanu, je suis persuadé qu'il serait ravi de pouvoir échanger, parler, discuter avec des jeunes plus souvent dans les établissements scolaires. Les plasticiens, moi j'ai beaucoup regretté quand j'étais dans d'autres fonctions en région qu'on ne fasse pas plus sur le 1% artistique dans les établissements scolaires. Il y a tout un enjeu qu'on a laissé tomber, tous plus ou moins les uns les autres, qui fait que normalement l'art contemporain devait être présent dans les établissements scolaires. C'est parce qu'on est un vieux pays qu'on est comme ça fasciné par la figure de l'écrivain qui chez nous, il y a une valorisation sociale de l'écriture, de l'écrivain, de son rôle et de la littérature qui y a nulle part ailleurs. C'est quand même un pays où il y a à la fois 60 millions de sélectionneurs de l'équipe de foot et à peu près 60 millions de manuscrits qui traînent dans les tiroirs. Et c'est une œuvre absolument géniale, mais si tu savais, mais les éditeurs sont tous des méchants, ils n'ont pas voulu la prendre. Voilà, on a ce fantasme. Il n'y a pas un homme politique qui n'écrit pas son petit livre.
Parce qu'il faut qu'il ait quand même dans son CV, qui n'écrit pas, en tous les cas qui ne publie pas son livre, Plus qui souvent. ne publie pas son livre. Et donc il y a quand même dans son CV la nécessité qu'il ait publié. Voilà. Effectivement, tant mieux. Tant mieux. Moi, je rêverais de pouvoir faire de ce pays une nation de lecteurs, ce qu'on essaye de faire avec cette grande fête du livre pour la jeunesse qui s'appelle Lire en short, qu'on a mis au cœur de l'été, qui s'était jamais fait sur les plages. Enfin, sur les plages, ça s'était déjà fait par les médiathèques, mais nous, on a repris et amplifié ce qu'avaient fait les médiathèques déjà, sur les lieux de vacances, dans les campings, dans les piscines, avec les services des sports. Parce que voilà, on est en train... Le vrai enjeu économique de ce monde du livre, ce n'est pas le numérique. D'abord, le numérique, ça peut être déstabilisant, ça peut être, mais de toute façon, ça continue à être des lecteurs. Qu'il y ait sur du papier ou qu'il y ait sur du numérique, ça reste des lecteurs. Donc, le vrai enjeu, c'est les lecteurs. Le vrai enjeu, c'est la déperdition des lecteurs. Parce que ça, je ne sais pas du tout comment on arrive à l'enrayer. Vous n'avez pas d'idée? Si, j'en ai, mais tout seul, on fait des choses. Nous, on fait Lire en short. On a lancé avec Fleur Pellerin cette grande fête du livre pour la jeunesse. Voilà. Après, je pense qu'il y a des enjeux de communication. Moi, je rêve qu'on ait demain une campagne comme il y a 5 fruits et légumes par jour sur le livre, quoi. Enfin, j'en rêve qu'on redise aux gens l'importance du livre. Les Américains l'ont fait et nous, on n'est pas capable de le faire. Donc, je rêve qu'on décide que... Parce qu'on dit toujours, par exemple, l'illettrisme, ça va être une grande cause nationale. Et on a raison, c'est tragique. Mais la lecture devrait être une grande cause nationale. Elle n'est pas acquise parce qu'on a appris à lire. Apprendre à lire, c'est un acte technique que l'école fait très bien, quoi qu'on en dise, avec tous les fantasmes qu'on véhicule sur les méthodes d'apprentissage, etc. L'école remplit ce rôle. Elle apprend à lire. Devenir lecteur, c'est totalement autre chose. Ce n'est pas du tout l'acte technique d'apprendre à lire. On ne peut pas considérer que quand on a appris aux gens à lire, on a fini son travail sur la lecture. Mais alors, est-ce que cette belle ambition, elle peut être faite, Vincent Monadet, alors que la direction de la lecture et du livre du ministère de la Culture a aujourd'hui été intégrée et subordonnée à une direction générale des médias et des industries culturelles? Est-ce que ça ne dit pas, au fond, qu'on a abandonné cette idée de former aussi des lecteurs? Alors, d'abord, c'est une décision qui a été prise il y a quelques années. Oui, c'est en 2010, mais je dis symboliquement. Il reste un symboliquement. directeur du livre aujourd'hui, qui est Nicolas Georges, qui est toujours directeur du livre, même s'il est chef de service de livre et de la lecture. Ça dit effectivement, je crois, que le livre est considéré comme une industrie culturelle comme les autres, qu'il n'est plus à part, en tous les cas dans la façon dont on l'aborde. Moi, j'ai tendance à penser que ce n'est pas une question d'organisation, de schéma, c'est une question de priorité. Et notamment en matière de lecture publique, l'État investit encore beaucoup sur la lecture publique à travers la DGD. Alors je ne sais pas pourquoi elle est au ministère de l'Intérieur, enfin je sais pourquoi, parce que c'est de la territoriale. Ça paraît assez drôle de se dire que c'est au ministère de l'Intérieur que la subvention pour les bibliothèques en investissement est gérée. Mais c'est parce que c'est le ministère de l'Intérieur, c'est aussi le ministère des collectivités, et comme c'est fait par les collectivités, voilà. Après, il y a des choix... Oui, ça n'a rien à voir avec une esthétique d'État. Non, je ne crois pas du tout. Enfin, peut-être sur les bâtiments des bibliothèques qui parfois... Non, il y a des très belles, des très réussies, il y en a d'autres, bon, c'est un peu plus approximatif. Mais ça, c'est des choix plutôt d'élus que de l'État, sur les esthétiques des médiathèques. En revanche, je crois énormément à la lecture publique. Je pense qu'il ne faut pas lâcher l'enjeu de lecture publique. Je pense qu'il est fondamental. Il y a eu un grand mouvement qui a été le mouvement des années 80, de création, de construction, etc. Et je pense que si on décidait d'une grande cause nationale de la lecture publique serait un élément essentiel pour le faire. Parce qu'elle est le seul outil qu'on ait trouvé de compensation des inégalités familiales et du poids des bibliothèques familiales. C'est-à-dire, vous devenez lecteur, évidemment, on va toujours me dire « oui, mais un tel est un autodidacte, sa famille ne lisait pas, il est devenu un grand lecteur ». Oui, il y en a, mais globalement, la reproduction du schéma social sur les lecteurs est le même que sur les classes dirigeantes. Hein. Fondamentalement, vous avez une bibliothèque familiale, vous avez plus de chances de devenir lecteur que si vous n'en avez pas. Et le seul outil de compensation, c'est la lecture publique. Le seul lieu de médiation qui peut compenser ça, où on peut emmener des jeunes, où on peut les rendre lecteurs alors qu'il n'y a pas de livre dans leur famille, c'est la lecture publique. Moi, en tant que CNL, je suis incapable de faire ça. J'en ai pas les moyens financiers et ce n'est pas notre métier à nous, qui est un métier de soutien à la chaîne. Donc le métier des bibliothécaires, des médiathécaires, et le soutien aux médiathécaires, et les choix qui vont être faits plus tard politiquement par les collectivités qui vont venir, il y a
évidemment, on peut dire que ça coûte cher, la lecture publique, et il n'y a que 17 ou 18%, je ne sais plus, de gens qui vont dans les médiathèques. D'abord, c'est pas vrai, il y a 18% d'inscrits, mais il y a beaucoup plus de fréquentants, d'enfants qui viennent sans être inscrits, d'étudiants qui viennent travailler parce que c'est le seul lieu de calme et que chez eux, il n'y en a pas, que d'inscrits. Et par ailleurs, c'est des choix qu'on fait. On fait des choix de société, des choix de civilisation. Et la lecture publique, c'est une aide à des gens pour s'en sortir, une conscientisation des citoyens, une découverte de la lecture, c'est une ouverture fabuleuse sur le monde. C'est ce que disait, je crois que c'est Lincoln, mais il le disait sur l'éducation, mais c'est valable sur la culture. Vous croyez que la culture coûte cher et c'est l'ignorance. Donc Joy sait à quoi s'attendre pour continuer son métier d'écrivain, lecture publique, monter sur scène, enchaînement des festivals. Prison, médiathèque, mais bien formé, bien préparé. Jouer avec un groupe de rock. Bon, faire Jean-Louis Aubert avec Michel Houellebecq. Ouais, mais là, c'est encore des stars. Moi, je ne vais pas vous demander combien le CNL a subventionné de livres dans les bibliothèques qui entourent Là, notre... je ne saurais pas vous dire. Les Fantomas, il y en a eu des subventionnés, ça je sais. Dans les essais, il y en a quelques-uns, mais c'est plutôt des livres d'histoire. Il y a des essais, hein, mais c'est plutôt des livres d'histoire. On en a quelques-uns, là, des livres d'histoire. Bon, mais du coup, je vais juste vous remercier d'être venu dans nos studios du Passage Brûlon. Merci beaucoup. Et Joy, on se retrouve dans un mois pour un nouveau contre-champ. Merci beaucoup. Merci à vous.